C'est Depardieu il m'a carrément donné une leçon de cinéma en un seul mot. 2 mots, même. D'accord. Et ouais, j'étais en train de jouer avec lui sur San Antonio, hein, vous pouvez le revoir. Et j'ai une scène avec lui, tu vois, où il défonce une porte et bah, je me retrouve sous une porte, tu vois. Et là, je dis mon texte comme ça. Et à la fin de la scène, il me fait c'est ça, faut pas réfléchir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lumière Nord Productions. Aujourd'hui, on est avec Afif Benbadra, un visage bien connu du cinéma français. Merci beaucoup de venir aujourd'hui. Bah, c'est moi qui te remercie, hein, c'est moi qui te remercie. Et justement, tu es un visage qui est très connu par beaucoup de spectateurs en France. Ouais. Mais ce que les gens connaissent moins, c'est tes débuts. Tu étais en animation et un jour, tu reçois un coup de fil qui va changer ta vie. Un coup de fil d'un ami à toi qui travaillait à la Mer de Sable. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Allô? Salut Ben, ouais, tu vas bien? Ouais, écoute, là il y a le directeur artistique de la Mer de Sable qui veut tout changer. Si ça te dit, tu viens, il y a de la place. Ok. Imagine le truc. Et il t'avait proposé quel genre de rôle? Alors au départ, j'étais palefrenier, tu vois. C'est-à-dire, je m'occupais des chevaux et puis éventuellement un spectacle, tu vois. Donc, mais moi, voilà, j'étais voilà, on m'appelait pour aller dans le milieu dans lequel j'avais envie, quoi, de tout cœur d'y être, quoi. Et c'est là où je reviens au pouvoir de l'intention. Je l'ai tellement rêvé, je l'ai tellement visualisé. Tu vois, je me voyais sur scène et tout, je me voyais acclamer et tout ça, t'imagines le truc? Et c'est arrivé, ça, hein. Je me retrouvais dans des situations où, tu vois, au Palais des Congrès ou dans d'autres endroits, quoi, où c'était des grands applaudissements, je l'ai vécu. Et donc, il m'appelle et il me dit, voilà, si ça te dit, c'est ouvert. Et c'est Georges Branche, hein, qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est grâce à lui. Tu vois, quand t'arrives d'un monde où on te regarde de travers, on te fait pas confiance, tu vois, où on se dit, bon, lui, voilà, on s'en fout, on te regarde, on s'en fout de ce que tu représentes ou de la force que on s'en fout. On voit ta gueule, on dit, non, lui, on n'en veut pas. Et moi, j'arrive, et lui, il me regarde vraiment, tu vois. Il me regarde vraiment. Et par contre, il m'a dit, écoute, je te donne 8 jours. Si dans les 8 jours, là, ça assure pas, bah, je te garde pas. T'imagines le truc, la pression qu'il m'a mis? Et c'était que de l'acting? Non, pour quel là, poste j'étais pas exactement? le freinier et je faisais un spectacle. Tu vois, je faisais le premier spectacle. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Et en fin de compte, moi, je me disais, putain, au bout de 8 jours, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il va me dire? 9 jours, du haut, et c'est vrai que c'est parti, il est pas revenu là-dessus, sur ce qu'il a dit, il voulait juste me mettre la pression, parce qu'après, j'ai appris à le connaître, hein. En fin de compte, il te donne la force et l'énergie, tu vois, pour évoluer, pour grandir et être meilleur. D'accord. Parce que je me suis retrouvé, donc, être palefrenier, à faire un spectacle, mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, il m'a dit, écoute, je vais prendre un autre palefrenier, tu vas faire les 3 spectacles, tu vois. Voilà, en même temps, j'ai commencé, c'est en 1987 que j'ai fait mon premier film. Ça s'appelait Joséphine et Napoléon, et c'était avec Mario Loracci. Mais justement, parce que donc tu es acteur, mais tu es aussi cascadeur. Est-ce que c'est à la Mer de Sable, du coup, que tu as fait tes armes en tant que cascadeur? C'est là-bas que j'ai appris à faire de l'action. Alors moi, je suis cascadeur équestre, à la base. D'accord. À la base, hein. C'est ma spécialité, tu sais. Dans le monde de l'action, de la cascade, au cinéma, et au cinéma en particulier, mais au spectacle aussi, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a la cascade équestre, il y a la cascade physique et la cascade mécanique. Tu vois, tout le monde a ces bases-là. Mais après, si tu as envie d'évoluer dans ce métier, si tu as envie de faire beaucoup plus de choses, tu vois, travailler sur des films, de grands spectacles, tout ça, il faut apprendre la base de tous les combats, tu vois, et pouvoir, voilà, te perfectionner dans tous les domaines. Tu vois, c'est ça qu'a le cascadeur en France et peut-être dans le monde, hein, c'est qu'il est amené à travailler tout ce qu'il peut travailler, le travail, quoi, tu vois. C'est un cascadeur, c'est complet. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on ne comprend pas qu'ici en France, il n'est pas vraiment encore reconnu, il est même sous-estimé. On n'en parle que dans les bandes annonces. Et justement, ce métier de cascade t'a emmené vers le monde du cinéma. Ouais. Comment s'est déroulée la transition? Est-ce que tu as fait des rencontres? Comment s'est passé ce moment-là pour toi? Tu vois, il y a la Mer de Sable qui était là. Là, il y avait une route. Et de l'autre côté de la route, il y avait Mario Loracci qui avait lui, il était au Moulin. C'est un endroit qui s'appelle le Moulin. Et donc, on allait de temps en temps là-bas, puisque
Mario Loraci, c'était lui qui avait l'ouverture sur le cinéma, tu vois. Et voilà. Et donc on allait chez lui et tac. Et c'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est en 87. 87. Je commençais à sortir de la mer de Sable, à finir, à arrêter. Et voilà, je me suis retrouvé chez lui parce qu'il avait besoin de cavaliers pour un film qui s'appelait Joséphine et Napoléon. Tu vois. Et c'était voilà. Et je me souviens du sacre de Napoléon. Tu vois. Donc tu étais à cheval en cheval. cascade sur ce film. Cavalier, on était. Cavalier. Tu vois, mais bon, quand même, c'était un cavalier, c'est une spécialité quand même. Hein. Faut être dans la perfection parce qu'il faut savoir, comment dire, tenir le cheval qu'on te donne. C'est un cheval que tu ne connais pas. Tu vois, on t'a dit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Mario m'avait dit, il m'avait dit, tiens, regarde, essaye ce cheval, monte-le. Alors j'ai monté un cheval, je me suis retrouvé dessus, j'ai fait un tour, je suis revenu, je dis, oh non, je le sens pas trop. Il me dit, oh, c'est pas grave, ah, tiens, prends celui-là. Et en fait, quand il était pire, celui qui m'a donné, c'est un jeune cheval, enfin pire. C'est un beau cheval, tu vois, mais c'est un jeune cheval. Et le sacre de Napoléon, on comprend bien que tu te retrouves comme en botte à botte, ce qu'on appelle les chevaux tous comme ça, et il faut pas bouger. Et moi, c'était un jeune cheval, putain, il arrêtait pas de bouger, tu vois. Et toi, en tant que cavalier, tu dois faire en sorte qu'il ne bouge pas. Quoi. Tu vois, déjà, c'était dans mes premières expériences, tu vois. Et justement, je voulais parler d'un de tes plus gros projets. Donc, tu as joué dans plusieurs grosses productions, mais j'aimerais revenir sur une production en particulier des années 2000, qui est une des plus grosses productions des années 2000 américaines. C'est un des plus gros budgets. Bah justement, c'était 105 millions de dollars à l'époque, ce qui représente à l'heure actuelle un film de 200-300 millions de dollars. Donc, c'était 10 000 BC. Est-ce que tu peux nous raconter cette production ? Alors, tu vois, au départ, ils trouvaient pas leur méchant. Et ils ont fait je pense qu'ils ont fait un casting international, tu vois. Et la chance, c'est que mon agent de l'époque, qui s'appelait Corinne Vaglio, elle a envoyé ma photo. Elle a dit, tiens, tiens, je vais envoyer sa photo. Et clac, et c'est arrivé, tu vois, sous le regard de Harold Glaser. Harold Glaser, c'est l'ami de Laurent Emmerich, tu vois. Et c'est arrivé, et lui, s'est dit, putain, ce regard, tu vois. Et il en a parlé à Roland. Roland, ouais. Mais bon, ils m'ont quand même proposé d'auditionner, tu vois. Et on s'est retrouvés dans un hôtel pas loin de Gare du Nord. C'était un hôtel d'accord. Où, voilà, il y avait un local, là, tu vois, où il y avait la directrice de casting qui était anglaise, qui nous a reçus. Et il y avait des têtes, il y avait des gens, je me souviens plus, il y avait du monde qui a auditionné, tu vois. Parce qu'il faut savoir que ce film-là, à la base, c'était des mecs, mon rôle, c'était Javier Bardem qui était choisi au départ. Mais ils se sont dit, non, on va pas mettre l'argent sur les comédiens, on va plutôt mettre l'argent sur les décors, les effets spéciaux et tout ça, quoi. C'est pourquoi ils ont pris on va dire, des inconnus. Tu vois, c'est un peu une chance. Et donc moi, je te jure que j'ai mis le paquet. Hein. Quand le première audition, tiens, moi, je leur ai dit, mais attendez, vous allez avoir... Et c'est ce que j'ai dit à Roland Emmerich après, quand on s'est revu à la deuxième audition. C'est-à-dire que je lui dis, mais attendez, regardez, quand je vais être à l'arc, c'est ma tête que vous allez voir. Quand je vais être à cheval, c'est la même tête que vous allez voir, la même tête qui va être à cheval, qui va faire les actions et qui va jouer le rôle, qui va faire ce rôle. Quoi. Voilà ce que je raconte. En fait, j'ai mis le paquet. Quoi. Et de là, cette première audition, j'ai dû les impressionner, hein, je pense, puisque on m'a dit, bah écoute, il y a Roland Emmerich qui va venir à Paris et il veut te rencontrer. Putain, génial. Tu vois, là c'était encore... mais c'était pas gagné, hein, tu sais, je te jure, hein, le cinéma, il faut être solide. Hein. Il y en a, ils doivent vraiment être en détresse quelquefois ou mal après une audition ou bien après une décision. Tu sais, l'incertitude de casting, c'est compliqué à gérer pour un acteur. Ouais. Surtout, voilà, que les places sont chères, tu as besoin de bosser pour gagner ta vie. Et puis quand il y a des rôles qui se proposent et que t'as été choisi à la finale, quoi, avec d'autres, quoi, et que voilà, là tu défends ta place, là, tu vois, tu défends cette place. Et que tu la perds, enfin tu l'as pas, on va dire. Tu vois, c'est dur à vivre. J'ai bossé sur les 10 ans de mariage de Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, tu vois. D'accord.
tu vois. Et moi, j'étais pas dans ce spectacle à la base, tu vois, parce que j'ai entendu que Mario Loraci s'occupait. Et là, il vient me voir, il me dit, écoute, ça te dirait de faire le cow-boy bah, je dis, bien sûr, quelle idée. Attends, ça me dirait, mais ouais, tu vois. Et je l'ai fait pour rien. Hein. Ça m'était complètement égal. J'étais là. Moi, qui au départ était rien, je me suis retrouvé à cheval. J'arrive devant le rideau, c'est-à-dire je tourne comme ça avec mon cheval, et c'est moi qui au départ était rien. J'arrive devant le rideau, je fais reculer mon cheval, le rideau s'ouvre, et qu'est-ce qui rentre? Le gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais rien, tu vois. J'ai voulu être là, et c'est moi qui fais entrer le gâteau. Tu comprends? On a cru que c'était Vincent Pérez qui était à cheval. Tu vois, putain, non, mais non, c'était moi. Et après coup, donc après mon truc, je me suis retrouvé avec les aller boire un coup avec tous les artistes et tout. Donc j'étais à une table où il y avait des artistes comme Mathilde Seigné et tout ça, tu vois. Et là, dans un coin, Johnny qui est tout seul. Bon, j'étais avec mon chapeau et tout, il m'a reconnu, il a reconnu que c'était le mec qui était à cheval, tu vois. Et je lui ai dit salut Johnny. Salut, tada. J'ai dit, tu sais, voilà, il y a ma belle-mère, voilà, elle vous adore et elle aimerait bien un autographe et tout ça. Et je lui raconte que j'étais allé le voir au Palais des Sports de Tours. J'avais 14 ans, tu vois. Et bon, je vous raconte pas hein, comment ça s'est passé pour que je rentre, pour que je puisse voir le concert gratuit. Et là, à la fin du concert, je l'attends à la sortie des artistes. Tu vois. Et à l'époque, il y avait, et moi dans ma poche, j'avais un autocollant et un stylo. Un autocollant, c'est là où est l'histoire. L'autocollant, tu vois. Et là, il sort et j'ai ma main sur son épaule. J'avais 14 balles. Et, oh, Johnny, tiens, tu peux me faire un autographe, s'il te plaît? Voilà, il prend mon autocollant, il prend mon stylo. Et vous savez bien, hein, que sur du papier glacé, machin, ça écrit pas. Tu vois, et il est là. Je dis, ah merde, ça écrit pas, tu vois. Et là, il y a son garde du corps qui arrive et qui me pousse. Et il s'est barré avec mon stylo. Et là, le jour de ses 10 ans d'anniversaire, quand je suis allé le voir, je lui raconte cette anecdote. Tu vois, je raconte ce moment-là. Il était en train de me faire l'autographe, et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, tiens, je te rends ton stylo. C'est pas vrai. C'est Retour vers le futur, tu vois. D'accord. T'imagines l'humour qu'il a, t'imagines? C'est-à-dire que je lui ai dit, quand j'avais 14 ans, t'es parti avec mon stylo. Et là, j'avais, je sais pas, j'avais peut-être 45 ans, hein, quand et là, il me dit, tiens, je te rends ton stylo après avoir fait l'autographe. T'imagines le truc? Enfin bon, voilà. Donc, il y avait tous ces moments-là, hein, forts. Et là, d'ailleurs, ce jour-là, je rencontre Besson, je parle avec lui, parce que j'avais travaillé sur Banlieue 13, le 1. Mm-hmm. Et il allait faire le 2e, tu vois. Et je vais le voir, je dis, écoute, Luc, voilà, je sais pas, tu pourrais me faire passer une audition, tu vois, pour pouvoir, il y a peut-être des rôles à prendre là-dedans et tout, non. Il me dit, écoute, c'est pas moi qui m'en occupe. Hey, producteur, hein, mais il me dit, voilà, faut voir avec le réal, hein. Et bon, il avait pas tort, hein, c'est le réal qui, voilà. Et voilà, donc mais j'ai quand même bossé, hein, sur le 2e Banlieue 13, mais j'étais cascadeur mais c'était pas mal, on s'est bien marré. Non, c'était bien, on s'est bien D'accord. marré. Et donc, j'ai fait l'anecdote, je lui raconte comme quoi, tu sais, demain, je rencontre Roland Emmerich. Il dit, ouais, et il dit, voilà. Enfin, il m'a raconté plein de trucs, quoi. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le texte que je devais apprendre, il était en arabe. Parce que le personnage, sur 10 000, il parlait arabe à la base. Tu vois? Il parlait arabe. Mais le problème, c'est qu'après coup, ils se sont dit, parce que j'ai fait l'audition en arabe, tu vois, et pour l'anecdote, tu vois, moi, il m'a mis une chaise devant moi, tu vois, il m'a dit, vas-y, ça c'est la fille, elle s'appelait Volette, hein, la comédienne, hein, elle s'appelait Volette dans le film. Il dit, voilà, ça c'est la fille, c'est Volette, tu lui parles, tu vois, et là, j'ai commencé à faire mon texte, et j'ai eu un trou. Je suis planté, tu vois, j'ai eu un trou, je savais plus. Okay. Mais comme eux, ils savent pas parler, ils connaissent pas l'arabe, là. J'ai dit n'importe quoi. Tu vois? Personne ne le sait, j'en avais parlé déjà, mais j'ai dit n'importe quoi. Mais je suis resté dans l'intention. Donc ils ont vu que du feu. Et après, je suis revenu dans le film, mais tu vois? C'était ça qui comptait. Et d'ailleurs, à la fin, Roland Emmerich, il me dit, putain, tu sais parler à une chaise, toi. Alors, du coup, il y a la naissance de ton fils qui venait d'arriver. Ouais. Tu pars donc une semaine après, c'est ça? Une semaine après, c'est vrai que c'était en avril. D'accord. Et tu vois? Et tu pars à l'étranger et on se retrouve à Cape Town.
en Afrique du Sud. D'accord. C'était là où était le camp de base, où où étaient faits les costumes, le matériel, enfin, tu vois, où se faisait la préparation du film. Et c'est là, voilà, nous, on se retrouvait à travailler les textes, à faire du sport, parce que c'était physique ce qu'on avait à faire, tu vois. En tous les cas, ce qui était prévu. Parce qu'après, tu sais, pendant un tournage, les choses évoluent, changent, tu vois. Même on réécrit des scènes et tout ça. Et donc voilà, j'étais parti 6 mois, donc je me suis retrouvé à Cape Town, pour après aller en Nouvelle-Zélande. Et on a fini les tournages en Namibie. En Namibie, c'est ça, en Namibie. Et du coup, après le tournage de ce film-là, est-ce que le regard des autres a changé sur toi? Ou est-ce que ta vie était la même qu'avant? Ouais. Non. Enfin, il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis senti isolé. Ah ouais. Personne m'appelait, machin. Bah, tu sais, comment il a fait? Il a des relations, il a des ramifications. Enfin, je sais pas, il connaît du monde. Hein. Moi, je leur ai répondu non. Non, je suis tout seul. J'ai personne. Sauf que j'avais envie de ça. C'est tout. J'avais envie très fort. Et c'est arrivé parce que j'ai travaillé. Parce que ce que savent pas les autres, tu vois, c'est que pendant que mes potes continuaient à travailler l'action et tout, mais moi, j'allais prendre des cours de théâtre. J'allais rencontrer d'autres gens dans d'autres milieux artistiques, tu vois. Mais c'est ce que je disais aux autres. Je disais, mais putain, mais sortez de votre milieu, allez voir tous les autres. Et justement, nourrissez-vous, enrichissez-vous de tout ça, quoi. En sortant, en se nourrissant de tes rencontres, Ouais. tu as été amené aussi à jouer avec des très grands noms Ouais. du cinéma, comme Zaldana, par exemple, qui est Ouais, l'actrice ouais. principale d'Avatar, Gardien de la Galaxie, Ouais. ou encore Emilia Pérez. Zaldana, ouais. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec des grosses pointures comme ça? Tu sais, je vais te dire une chose, ça me fait rien. Pour moi, la personne qui est en face de moi, elle est comme tous les autres, tu vois. Moi, je suis pas impressionné du tout par le... J'aime, hein, il y a des artistes, tu sais ça, il n'y a pas de souci, hein, leur talent, tu vois, et leur performance. Hein, mais sinon, en dehors de ça, voilà, ça reste que des humains. Hein, tu sais, je me suis retrouvé même avec des gens importants, costard cravate, ça m'est complètement égal, quoi. Tu vois, d'ailleurs, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, quand tu es en face de quelqu'un d'important, imagine-le à poil, quoi. Tu vois, imagine-le, et puis après c'est fini, quoi. Ça y est, t'es tranquille dans sa tête. Des fois, ça sert à rien de savoir l'importance de la personne qui est en face de toi, parce que ça peut. Il y a des gens, je comprends pas d'ailleurs les gens qui sont un peu, tu vois, c'est quoi le mot, tu vois, qui perdent leurs moyens devant une personne importante. Oui, qui perdent leur sang-froid. Mais oui, faut pas. Et toi, justement, tu penses que ça a été aussi une de tes forces, en fait, de pas te laisser abattre, même si tu avais des gros gabarits en face de toi? Ouais. C'est de jouer avec eux? Bah, tu sais, il y en a qui disent, putain, waouh, tu t'es retrouvé face à lui, comment... Mais attends, mais c'est un comédien comme tous les autres, je veux dire, sauf que lui, voilà, il a eu la chance de faire le film qui a fait parler de lui. Mais il faut voir, moi je suis allé au Festival d'Avignon, mais c'est que des pointures qu'il y a là-bas. Des gens dont on n'entend jamais parler, mais faut voir le talent qu'ils ont, quoi. Tu vois, c'est un monde qui est sous contrôle. Je peux le dire, ça? Tout, la musique, le cinéma, tout est sous contrôle. C'est tout. Et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est que, bien sûr, j'ai fait 10 000, mais après 10 000, on m'a fermé toutes les portes. On a dû se dire, mais putain, comment il est passé, lui? Comment ça se fait qu'il est arrivé là? On t'a fermé des portes après 10 000. Mais oui. Tu sens que ça a nuit à ta carrière? Mais oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de carrière, on s'en fout de tous ces trucs-là, carrière, machin, on vit sa vie, chacun vit sa vie. Je veux dire, et puis il fait ce qu'il peut de sa vie. Il y a pas, tu vois, après c'est des créations, des inventions. D'ailleurs, chaque époque a ses mots. On nous balance des mots comme ça, comme aujourd'hui, vous avez vu les mots que c'est, qu'on nous met dans la tête. C'est pour ça. Il faut éviter d'écouter de ces gens-là et se nourrir de ce que toi, tu as envie, de ta vie. Tu vois, et non pas ce que eux, ils attendent de toi. Enfin, quand je dis eux, moi je les appelle ces gens bien cachés, là, qui nous veulent ce contrôle. Et tu peux me donner un exemple d'une porte qui t'a été fermée à cause de... Bah déjà, j'étais cascadeur. Je suis cascadeur, tu vois. On m'appelait plus. Les régleurs ne m'appelaient plus, quoi. Ils ont dit, tu vois, je sais pas ce qu'ils en pensaient. Oh là, putain, il est deux. Mais non, moi je suis un mec simple, moi je m'en fous, moi je fais tout. Je fais de la musique, je fais du cinéma, du théâtre, machin. Moi, d'ailleurs, j'ai fait du théâtre et tout. Et d'ailleurs, j'étais dans une troupe qui s'appelait Les Oubliés d'Hollywood. D'accord. Et d'ailleurs, j'en ai fait une chanson. Ah ouais, je fais des chansons avec tout ce qui me tombe sur la main. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que toi, tu touches quand même un film, comme je le disais tout à l'heure, qui est un des plus gros box-office
enfin qui a un des plus gros budgets des années 2000, et en fait, quelque part, ça te ferme des portes. Ici, en France. Mais on m'a dit, moi, si j'avais j'étais allé aux États-Unis, mais j'aurais explosé. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas allé aux États-Unis? Parce que moi, j'aime la France, je suis bien ici en France, puis ma famille, puis tout ça, quoi. Parce que, voilà, c'est vrai, j'aurais pu faire la démarche et partir, voilà, partir 6 mois là-bas. Bon, ça aurait perfectionné mon anglais. Tu vois, parce que moi aussi, à ce niveau-là, je suis un peu comme dirait, comment il s'appelle, Robert Downey Jr., il dit, je suis un escroc. Tu sais? Parce que lui, il aime bien improviser, tu vois. Sur ses. Mais voilà, moi, c'est un peu ça, parce que moi, je suis pas anglophone, tu vois. Et quand j'apprends un texte, je peux effacer l'accent, mais il me faut beaucoup plus de travail que d'autres. Il faut beaucoup plus de temps, tu vois, pour enregistrer le texte, puis après, le travailler pour enlever l'accent, tu vois. C'est parce qu'on peut, tout est possible, tu vois, avec le travail. Elle est jolie, cette écharpe. Elle me plaît. Et justement, avec tous les tournages que tu as eu l'occasion de faire, est-ce que tu as une anecdote, que ce soit en France ou à l'étranger, qui t'a marqué à un moment donné? Bah, c'est Depardieu il m'a carrément donné une leçon de cinéma en un seul mot. 2 mots, même. D'accord. Et ouais, j'étais en train de jouer avec lui sur San Antonio, hein, vous pouvez le revoir, parce que moi je la trouve chouette, cette comédie, tu vois. Et j'ai une scène avec lui, tu vois, où il défonce une porte et bah, je me retrouve sous une porte, tu vois. Et là, je dis mon texte comme ça. Et à la fin de la scène, il me fait « C'est ça! Faut pas réfléchir !» Voilà ce qu'il m'a dit. Faut pas réfléchir. Tu vois le truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les mains en l'air, mais si je pressionnais les tentes, ça voudrait dire adieu mon pote. C'est-à-dire que tu t'imprègnes de ton texte personnel, puis après tu te lâches. Tu vois? Parce qu'il faut comprendre une chose. Tu vois, on le dit, hein, il y a 3 films. Il y a le scénario écrit, il y a celui que tu tournes, puis après il y a celui que tu montes, tu vois. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, le réalisateur, il sait pas. Il sait pas. Il te prend, il t'a choisi toi comme comédien. Et là, tu vas lui donner quelque chose. Et là, il va regarder. À partir du moment où tu es juste, tu vois, dans ce que tu fais, il va prendre, tu vois, tant que ça sonne juste. C'est ça le truc. Mais voilà, Depardieu m'avait donné une leçon de cinéma. Pourtant, j'ai pris les cours de Tchaïkovski, la méthode Mermel, voilà, enfin, tu vois, j'ai l'acteur studio, ça, j'ai pris plein de cours, j'ai fait plein de cours comme ça tout au long de mon histoire. J'étais dans une troupe de théâtre, on a fait des créations, on a fait une création, on est allé au festival de Cholet, tu vois, j'ai fait plein de choses, tu vois. Mais tu penses que toutes ces personnes, par exemple, comme Depardieu, comme Robert Downey ou Jude Law, ils t'ont tous, à un moment donné, apporté une pierre, on va dire, à ton jeu? Ça a étoffé ton jeu d'acteur? Je vais dire, tu sais, la meilleure façon d'apprendre, c'est de regarder. Tu vois, un peu comme on dit, tu sais, un enfant avec ses parents, hein, ce que l'enfant retient, c'est pas ce que les parents disent, c'est ce que les parents font. Il va reproduire ce que les parents font. Tu vois, on est le premier exemple de nos parents. Et donc, quand tu arrives sur un tournage, oui, un grand comédien peut être un exemple pour toi. Tu le regardes et tu apprends. Tu vois. Maintenant, il n'y a pas, tu sais, après, tu en arrives à dire à chacun sa méthode. Et il y a une autre chose aussi, c'est que le comédien, les comédiens qui font parler d'eux, pourquoi ils font parler d'eux? Parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont été choisis pour être dans ces films-là, et voilà, des films qui fonctionnent et on parle d'eux. Mais il y en a d'autres qui ont un talent incroyable, jamais on parlera d'eux. Mais alors, tu vois, c'est ça c'est pour ça il y a pas de meilleur de quoi qu'est-ce, il y a un talent, puis il y a de la chance. Mais c'est vrai, c'est justement, ça amène à ma prochaine question. Dans beaucoup de domaines artistiques, on dit souvent, tu sais, par exemple, des musiciens dans des jazz bars, ce genre de choses-là, qu'ils ont plus de talent que de grands artistes qui sont connus et qui jouent sur scène devant des milliers de personnes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un artiste qui arrive à exposer son art au public et un artiste qui reste dans l'ombre? C'est les relations. C'est comme on le regarde. Maintenant, après, il peut avoir un sale caractère, hein, celui qui reste dans l'ombre. Hein, c'est pour ça qu'on ne le prend pas. Mais il y a aussi le fait que, pas lui, je préfère prendre l'autre. Parce qu'il est de ma famille, ou j'en sais rien, ou il est plus proche, ou je sais pas, tu vois. Il y a vraiment, voilà, comme on voit, tu vois, il y a plein il y a des artistes qui sont, c'est des enfants d'autres artistes, tu vois.
Et parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un père et une mère qui étaient déjà, tu vois, qui avaient déjà une importance. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans le cinéma en France? Oui, c'est prenant, mais moi, tout ça, je parle de ça, mais ça m'est complètement égal. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre dans chacun de nous, c'est notre chemin de vie qui compte. Il faut pas regarder dans l'assiette de l'autre. Faut pas se plaindre en vouloir l'autre. D'ailleurs, tous ceux qui se plaignent, ils avancent pas, quoi, tu vois. Moi, j'ai jamais traité de quelqu'un de raciste, de machin, jamais. Ça le regarde, je veux dire. Moi, faut pas que ça me touche, c'est tout. Faut pas que ça te touche. Il faut pas rester bloqué sur des choses pareilles. Tu vois, quand il y a des gens qui veulent commencer à s'immiscer dans ta vie pour pouvoir la contrôler, tu coupes, même si cette personne est importante, tu coupes les ponts et t'arrêtes, quoi, et tu continues ta route ailleurs. Faut surtout pas se laisser polluer, tu vois. Mais t'as subi, parce que tu me parles de racisme, t'as subi du racisme sur des tournages? Non, j'ai pas subi de racisme, mais je sentais bien dans le regard de certains, c'est pas. Puis moi, voilà, je m'en fous, c'était leur problème, tu vois. Bien sûr qu'il y a eu ça, bien sûr qu'il y a eu tout ça. Moi, il y a des gens que j'ai remis à leur place, mais gentiment. Tu vois, parce que moi je suis pas un violent, je suis pas un, tu vois, moi j'arrange les choses par la parole, par le dialogue, tu vois. Puis si l'autre en face ne comprend pas, bah je le laisse là et je continue ma route. C'est pas un problème. Faut pas que ça soit un problème dans ta vie. Tu vois, déjà il y a des enfants qui partent avec, tu vois, lourdement chargés dans leur vie à cause de leurs parents. Tu vois, ils ont un fardeau complètement dingue qui leur appartient même pas. Tu vois. Et voilà, ils parlent comme ça déjà, il y a ça. Alors si en plus tu veux t'alourdir des histoires des autres, je veux dire. Et justement, tout à l'heure, on a parlé un peu du Maghreb. Donc toi, on est d'accord, tu es d'origine algérienne. Ouais. Moi, je voulais qu'on parle d'un sujet que personnellement, je ne comprends pas. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a des autoproductions comme Kanya Makan, donc qui sont des films entièrement financés au Maghreb. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, il manque quelque chose au Maghreb pour développer cette terre qui pourrait être une terre de film? Il manque quelque chose, oui, mais surtout, il y a un blocage. Vous connaissez l'histoire du cinéma, quand même. Au Maghreb? Non, l'histoire du cinéma lui-même. Alors, l'histoire du cinéma, c'est vrai qu'en passant par les États-Unis et la France, il est parti de la France. Il est parti de la France, peut-être. Mais il y a un moment, il y en a qui l'ont pris, qui l'ont exploité à mort, à fond. Mais ils l'ont pas exploité pour divertir les gens seulement. Ils l'ont exploité pour rentrer dans la tête des gens et c'est ce qu'on appelle l'impérialisme américain, quoi. Tu vois, il s'est propagé partout dans le monde, n'importe comment. Quand on en parle, tu peux aller dans n'importe quel aéroport, tu vas entendre du rock'n'roll, quoi. Tu vas aller là-bas, au bout du monde, et entendre du rock'n'roll, quoi. C'est américain. Ça n'a rien à voir avec la musique du pays, tu vois. Jusqu'où ils sont allés pour s'imprégner c'est à travers leurs films, ils ont raconté leur histoire, mais surtout l'histoire qu'ils voulaient qu'elles soient entendues, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à bouffer du chewing-gum et à boire du coca au bout du monde. Mais justement, cet impérialisme américain, tu penses qu'il a bloqué le cinéma? Il a tout pris. Non, attends, il a tout pris, ouais. Mais il y a des cinémas, va aller voir, ils sont extraordinaires, hein, surtout les pays de l'Est. Hein, ils font des choses, tu vois, grandioses. Il y a même dans les pays asiatiques, là, ils ont tellement rêvé de cinéma, ils font de belles choses, quoi. C'est vrai. T'as vu le film Parasite? Bien sûr. Comment il est. Il y a plein de choses comme ça. La Russie, pareil, a fait des choses extra, quoi. Voilà. Mais on n'en parle pas, on l'étouffe, tu vois. On l'étouffe, tout ça. Bah pour revenir au Maghreb, tu vois, par exemple, le Maghreb, c'est une terre où il y a beaucoup de tournages quand même qui se passent là-bas. Ouais. Il y a des très beaux décors, que ça soit Astérix, Gladiator, il y a beaucoup de tournages qui se font là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui manque pour que demain, tu aies des sociétés de production, par exemple en Algérie, qui développent des projets et qui fonctionnent, par exemple, en Europe? Alors, il faut dire que, tu sais, il y a des millions, même jusqu'à des milliards, hein, de personnes qui regardent les films du Maghreb, surtout les films indiens. Dans le Maghreb, ils adorent les films indiens, tu vois. Et c'est beaucoup vu. Sauf qu'en Occident, voilà, ils ont leurs films, leur histoire, tu vois. Et ils laissent pas trop passer les autres, tu vois. Mais un jour, ça viendra. Un jour, voilà. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein, là, maintenant. Hein, il y a des gens qui regardent des films à travers leur écran, leur ordinateur, des films d'ailleurs. Tu vois, des films qu'on nous montrerait jamais, quoi. Tu vois. Mais le cinéma a bien changé, quoi. Tu sais, moi, c'est les histoires qui se répètent, c'est ça le truc. Il y a plus trop de bons films, quoi. Si, là, le dernier film, c'est vrai qu'il est bien, celui-là, avec DiCaprio, là, comment il s'appelle Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre. C'est un bon film, mais justement, est-ce que tu trouves
J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu trouves que faire des remakes en permanence et des reboots de franchises, de films qui ont bien fonctionné, Ouais. de sagas, Mm. est-ce que finalement on perd pas l'authenticité qui a fait la célébrité du cinéma? Bien sûr. Et- Tu sais, le problème, entre autres, en France, c'est qu'ils ils font des films à travers des histoires qui ont déjà marché. Donc ils reproduisent des trucs qu'on a déjà vus quelque part. Il y a une perte de créativité? Il y a une perte, je sais pas si c'est une perte de créativité, parce que des scénaristes, il y en a. Il y a des gens qui écrivent des bonnes histoires, mais ils sont où? Bah, ils sont à la recherche du produit. Ils sont à la recherche du bénéfice quand ils font un film. Je sais pas, parce que je me demande s'il y a même au niveau des scénaristes, il n'y a pas du copinage, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Aux États-Unis, il n'y a pas de ça. Ils s'en foutent de ce que tu as fait avant. C'est ce que tu vas leur apporter maintenant qui les intéresse, tu vois. Alors que ici en France, on regarde d'où tu viens. On dit, ah non, pas lui, non. Non, pas lui, non. Pourtant, non, pas lui. Et justement, c'est Tu vois. quand t'as dit non, pas lui, parce que forcément, ça a dû t'arriver. Bah oui, ça m'est arrivé. Forcément, mais est-ce que t'as eu des grosses désillusions dans ta carrière? Bah oui. Et je me suis forgé. Tu vois, parce que j'en ai eu des fausses joies, quoi. Tu vois, où tu pensais vraiment que c'était toi, ou bien tu dis putain, c'est pour moi ça. Ou bien, voilà, un proche qui te dit ah ouais, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, puis à la finale, tu vois, t'as plus de nouvelles, tu vois, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est la loi la loi. C'est pas que la loi du métier, c'est dans la race humaine, ça se passe comme ça. Mhm. Tu vois, c'est, tu sais, pour rester honnête envers toi-même déjà, tu vois, faut être fort, hein, pour tenir le coup. Moi, j'ai jamais avancé dans ce monde en pensant à l'argent. C'était pas ça ma motivation. Moi, j'aime les gens. Ma motivation, c'est j'ai tout fait par affinité. Tu vois, il y a des gens pour de l'argent, ils se sont fait humilier. Tu vois, moi non, jamais de la vie. Je faisais c'est impossible. T'as refusé des projets qui étaient bien payés, mais que tu sentais pas? Non, j'en suis pas arrivé là. Puis moi, je me souviens, j'étais sur Mesrine, tu vois, et je parlais avec Gilles Lelouch, et je lui dis, et là, c'est là où j'ai appris, c'était son premier gros film, Gilles Lelouch, tu vois. Et parce que j'aime bien ce mec-là, il est vraiment cool, quoi. Et je lui ai dit, écoute, tu continues à faire des castings, toi? Il m'a dit non. Oh, je dis putain, c'est ça, j'aimerais arriver à ça, quoi. Putain, regarde, j'ai un physique, machin et tout, ça va. Je joue, je travaille, je sais ce que c'est que le travail, quoi. Ouais, mais voilà, c'est comme ça. Et justement, quand t'es allé voir Gilles Lelouch, parce Ouais. qu'il le faut quand même d'aller le voir sur un tournage et de lui dire moi aussi, j'aimerais que ça soit comme ça, que je sois booké tout le temps. Ouais. Est-ce que tu penses que t'as un cran, du cran, on va dire? Est-ce que tu penses que ce cran-là t'a permis d'accéder à des choses qui, de base, n'étaient pas forcément destinées pour toi? Bah, tu sais, il y a une chose que je dis à ceux qui commencent ou à ceux qui veulent faire des. Si tu as peur, ne montre jamais que tu as peur. On te regarde, ne montre jamais. À partir du moment où tu montres que tu as peur, on décide de ta vie. Tu vois? Et en plus, il y a des gens qui se servent de la faiblesse de l'autre. Donc quand tu montres que tu as peur, on va dire attends, tiens, mets-toi là, putain, voilà, on va te traiter comme quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il faut rien laisser paraître. C'est un monde cruel. Et il faut être audacieux? Bah oui, il faut oser. J'ai dire oser. D'ailleurs, dans une de mes chansons, j'avais écrit une chanson pour la fille d'une amie qui venait d'avoir 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Et dedans, dans la chanson, je dis si j'ose, je serai où j'en suis. Tu comprends ça? Tu sais, il y a des gens qui aimeraient faire des choses qui les font jamais. Mais vas-y, putain, lâche-toi. Et là, tu sauras. Tu vois? Il y Et a en beaucoup plus, de gens. tu évolueras. C'est Bah, c'est beaucoup que- de gens qui restent dans leur zone de confort, c'est vrai. ouais. Toi, t'en es sorti très jeune de cette zone de confort-là. Bah, d'où je viens, avec les rêves que j'avais, tu vois, il fallait. Mais en même temps, tu sais, comme je dis, c'est la vie qui t'emmène, la vie que tu mènes qui t'emmène là où tu veux aller ou bien où tu dois aller. Tu sais, comme je dis, c'est l'instant présent qui détermine l'instant d'après. C'est ce que tu vas faire maintenant qui va déterminer de ce qui va se passer après. L'avenir n'existe pas, l'astrologie, c'est du pipeau. C'est vrai, c'est réconfortant quand on lit des belles choses, mais tout ça, c'est toi qui crée ton propre univers. Justement, si là, tu dois faire un peu un point sur ton parcours, même s'il y a eu du rejet, de quoi t'es le plus fier? Bah, de mon parcours, justement. D'où est-ce que je suis parti? Parce que c'est ça que me disent mon entourage, entre autres, et les gens que j'ai laissés à la cité. Comment il a fait?
T'imagines le truc? Comment il a fait, le mec, pour se retrouver à Hollywood? Et j'ai continué, et je vais continuer. C'est ça le truc. Tu vois, mais comment il a fait? T'as un message justement pour la jeunesse, pour les plus jeunes qui nous écoutent? Bah, qu'ils laissent personne décider de leur vie, quoi. Tu vois, et qu'ils arrêtent d'avoir peur. Je veux dire, et surtout qu'ils se désolidarisent de ce système, qui est en train de les broyer, qui est en train de faire d'eux des esclaves, parce qu'on est déjà des esclaves, hein, attention, hein, l'esclavage, c'est jamais terminé, hein, il a simplement changé, hein, c'est-à-dire qu'avant, les esclaves, on les nourrissait, on les logeait, maintenant, c'est nous qui payons notre logement et notre nourriture nous-mêmes. Ils nous disent, bah, maintenant, voilà, tiens, l'argent, on va te le donner, tu vois, dans le style, on va te le donner, c'est toi qui vas te démerder avec, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est sortez de cet enfermement, quoi. Tu vois, dans lequel on veut vous mettre. C'est évitez d'être formaté, quoi. Tu vois, et motivez-vous vers la liberté, parce que c'est une chose qui n'a pas de prix, qui s'achète pas. La liberté, et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que les jeunes se sont pas battus pour elle, donc ils savent pas ce qu'elle est, quoi. Et c'est pour ça ils sont en train de perdre des trucs. D'ailleurs, ce qui est grave dans ces écrans, c'est qu'ils sont en train de rentrer dans un monde virtuel. Il y a des jeunes, ils passent leur temps à regarder la vie des autres et ils passent à côté de la leur. Tu vois, c'est ça le gros souci. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont arrêté avec les écrans, les téléphones écrans. Ils prennent des écrans à clapper parce qu'ils ont compris que les applications leur faisaient perdre leur temps et les détourner de leur vie, quoi. Tu vois, on vit dans un monde où, comme je disais tout à l'heure, qui nous crée des besoins dont on n'a pas besoin. Le bonheur est simple, Déjà, il y a deux choses qui sont importantes dans ce monde. C'est la survie et la descendance. C'est les deux choses les plus importantes dans la nature. D'ailleurs, il y a un livre qui est extraordinaire, qui parle du vivant, qui s'appelle Le principe de Lucifer. Moi, je le conseille à tous, ce livre. Quand on sort de ce livre, on est libéré. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. La connaissance rend libre. Plus tu sais des choses. C'est vrai que ça peut être douloureux. Parce que des fois, tu peux être au courant de choses qui, tu dis, putain, merde, ils ont fait ça, ça, c'est arrivé, en fait, là, qui peuvent faire du mal. Mais sinon, ça te libère, la connaissance libère. Donc, comme quoi, pour un mot de la fin, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre âge, ouais. Si on y croit, tout est possible. Je vais même dire que rien n'est jamais fini. Tu vois, tant que tu es sur la route, et que tu as envie, hein, bien sûr, il faut que tu crois en toi, tout le temps. Tu vois, tu sais, tu entends des histoires d'hommes de 90, 95 ans qui se disent, tu vois, alors ils risqueraient de mourir le lendemain et qui ont des projets en tête. Parce tu vois, c'est ça qui fait vivre. Tu vois, c'est d'être tout le temps en mouvement. Et ça commence dans la tête. Tu vois. Mais, tu sais, tu connais le dicton, hein, qui ne tente rien n'a rien. Tu vois, et c'est ça. Donc à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, il suffit de demander. Mais il faut travailler. Tu sais, dans ce monde, personne ne t'aidera. Par contre, si tu fais 50, 60 ou 70% du chemin, là, on va te regarder, on va s'intéresser à toi. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'est la nature est sans pitié. Tu vois. C'est comme ça.